Chers étudiants, bonsoir. Nous entamons tout de suite notre 9e séance. Cette séance s'inscrit dans la continuité de la 8e séance qui portait, comme vous le savez, sur le modèle de Porter ou sur l'analyse des 5 plus 1 forces de la concurrence. Pour rappel, l'analyse des 5 plus 1 forces est une analyse externe. Quelle était la finalité fondamentale de cette analyse externe? La finalité fondamentale du diagnostic externe correspond à l'identification des facteurs clés de succès d'un secteur et de leurs évolutions potentielles. Donc l'identification des facteurs clés de succès est une finalité fondamentale du diagnostic externe. Pour pouvoir identifier ces facteurs clés de succès, il était, si vous voulez, indispensable d'analyser l'environnement. Donc l'analyse de l'environnement à ce titre représente une question sensible en stratégie. Selon les enjeux que nous avons traités dans la séance 8, nous avons dit qu'il y a 3 enjeux qui sont associés au diagnostic externe, et ces enjeux correspondent à 3 étapes. L'analyse, première étape, consiste à quoi? Consiste à repérer les éléments environnementaux les plus significatifs, les plus influents. Pour le cas de modèle de Porter, il s'agit bien sûr d'identifier les forces concurrentielles qui ont un impact sur la rentabilité et le potentiel de performance dans un secteur. Deuxième étape concernant à hiérarchiser ces forces concurrentielles. Une fois identifiées, on va essayer de les hiérarchiser. Troisième étape, il va falloir définir ce que l'entreprise compte faire pour pouvoir contrecarrer, limiter l'impact de ces forces lorsqu'il va opter pour un certain nombre d'objectifs et d'actions stratégiques. Et donc, l'analyse concurrentielle des 5 plus 1 forces, comme il a été mentionné, c'est une analyse qui se décline en 3 étapes. Et donc, la première étape était déjà traitée. Et pour la séance 9, on va essayer de faire un rappel de l'étape 1 et continuer sur l'étape 2 et l'étape 3. Donc, le but du modèle de Porter, comme il était déjà mentionné, est double. Il s'agit bien sûr d'évaluer le potentiel de rentabilité de l'industrie à long terme. Pour pouvoir évaluer le potentiel de rentabilité de l'industrie selon Porter, il va falloir d'abord identifier et comprendre les 5 plus 1 forces qui sont à l'œuvre et qui peuvent impacter et pèser sur la rentabilité potentielle du secteur. Et donc l'entreprise, pour qu'elle puisse avoir une idée sur le potentiel de rentabilité, il va falloir comprendre les forces concurrentielles qui existent dans son secteur. Concernant l'analyse concurrentielle, nous avons dit qu'il emprunte 3 étapes. Quelles étaient ces étapes? La première étape, il s'agit bien sûr de faire une analyse détaillée des forces concurrentielles selon un certain nombre de critères bien définis. Et ces critères-là nous servaient à quoi? À évaluer leur intensité et à pouvoir discriminer entre les forces et considérer quelle force est plus menaçante que d'autres. Deuxième étape, il va falloir maintenant hiérarchiser ces forces, il va falloir les synthétiser afin de déterminer la tendance de l'intensité concurrentielle qui domine dans un secteur. Et troisième étape, il s'agit d'envisager, d'identifier les facteurs clés de succès et les manœuvres stratégiques que l'entreprise va utiliser pour qu'elle puisse limiter ou contrecarrer les forces concurrentielles les plus significatives. Concernant la première étape, nous avons dit que l'intensité concurrentielle dans une industrie, dans un secteur, il dépend des 6 forces concurrentielles identifiées par Porter. Il dépend du pouvoir de négociation des clients, du pouvoir de négociation des fournisseurs, de la menace des entrants potentiels, de la rivalité entre les concurrents directs, des efforts de la menace des substituts et de l'influence du pouvoir public ou l'influence de l'État. Et nous avons considéré que chaque force, pour qu'on puisse mesurer son intensité, il va falloir s'appuyer sur un certain nombre de critères qui permettent de l'évaluer. Pour le cas des pouvoirs de négociation des clients, nous avons dit par exemple la concentration des clients. Plus les clients sont concentrés, plus la menace de pouvoir de négociation des clients est élevée. Pour le cas par exemple du pouvoir de négociation des fournisseurs, nous avons dit l'existence des sources d'approvisionnement.
plus les sources d'approvisionnement sont limitées, plus le pouvoir de négociation des fournisseurs est élevé. Pour le cas de la menace des entrées potentielles, nous avons dit que le ticket d'accès, lié à quoi? Lié à ce que le ticket d'accès ou d'entrée au secteur, en termes de capital nécessaire à investir pour pénétrer dans une industrie, si ce ticket d'accès il est fort, cela va constituer une barrière à l'entrée pour réduire la menace des entrées potentielles. Concernant la rivalité entre concurrents directs, nous avons retenu par exemple comme critère si les concurrents sont nombreux mais de taille identique. Avoir des tailles identiques, ça veut dire que aucun concurrent ne fait la différence. Et donc cela va attisser et stimuler la rivalité entre les concurrents directs et le rendre plus fort, plus élevé. Concernant la menace de substitut, nous avons retenu par exemple comme critère les coûts de substitution supportés par le client. Plus le coût de substitution supporté par le client sont élevés, plus la menace de substitut sera faible. Concernant l'influence du pouvoir public, nous avons retenu comme critère d'évaluation le prix plafonné subventionné. Plus le prix des produits et services sont plafonnés subventionnés, plus l'État a de l'influence. Donc une fois chacune de ces forces est effectuée, une synthèse et une hiérarchisation de ces forces concurrentielles doit être réalisée. Pourquoi? Parce que ça permet de juger du niveau d'intensité concurrentielle du secteur et d'en déduire son degré d'attractivité, son degré de profitabilité moyen. Et donc ça va donner un peu la tendance générale qui règne dans un secteur d'activité en termes d'intensité concurrentielle, en termes de dynamique concurrentielle. Comment on va pouvoir faire la synthèse de la hiérarchie? La synthèse de la hiérarchie va se faire à travers un diagramme sectoriel ou un histogramme sectoriel. L'histogramme sectoriel ou le diagramme sectoriel, c'est une représentation graphique des 5 plus 1 forces d'une industrie en 6 axes. Donc pour chaque axe, nous allons représenter une force, et pour chaque force représentée sur un axe, on va la noter sur une échelle de 0 à 10. En reliant chacune des notes atteintes, on obtient une surface ou une aire révélatrice de l'intensité concurrentielle du secteur comme ceci. Là, vous avez un exemple sur ce qu'on appelle le diagramme sectoriel ou l'hexagone sectoriel. La note 10, vous pouvez le remarquer le maximum, il représente une forte menace ou un fort pouvoir de pression de la force considérée. Par exemple, la note 0, au contraire, elle représente quoi? Une faible menace et un faible pouvoir de pression de la force considérée. Donc en reliant les points, en reliant chacune des notes qui vont être affectées pour chaque axe, on obtient une surface, une aire révélatrice, si vous voulez, de l'intensité concurrentielle du secteur. Pour mieux comprendre cela, prenons deux exemples, pour voir plus clair. Le premier est celui de l'industrie du livre. On peut voir, plus la surface est large, plus l'air s'étend vers l'extérieur, et plus l'industrie est exposée, soumise, si vous voulez, aux pressions concurrentielles. Et donc, plus la rentabilité prévue et potentielle attendue sera faible. On peut voir par exemple ici que un certain nombre d'axes représentent une pression concurrentielle dans l'industrie du livre. Par exemple, concernant la menace des entrées potentielles. Amazon qui va vendre des livres via le site Amazon. Vous avez aussi la menace des produits substitution. Exemple, avoir téléchargé des livres électroniques payés via des sites internet. Et vous avez aussi le pouvoir de négociation des acheteurs. Par exemple, les livres qui se vendent à travers les libraires, les grandes distributions, etc. Et vous avez aussi l'intensité concurrentielle entre les concurrents traditionnels. Et cela nous donne une idée sur la tendance concurrentielle, la tendance de la dynamique concurrentielle qui règne sur un marché, par exemple le marché du livre. L'autre exemple, c'est celui de
le marché du console de jeu. Là aussi, on voit que la surface de l'hexagone est tirée vers l'extérieur par le pouvoir qui exerce un certain nombre d'axes, un certain nombre de forces sur l'industrie tout entière. Là, vous avez la menace des entrées potentielles. Du fait de l'évolution de la technologie, on peut prévoir qu'il y a d'autres producteurs de jeux qui vont débarquer. La menace des produits de substitution. Donc la technologie du jeu, il subit une obsolescence rapide et cela peut constituer aussi une menace. Le pouvoir de négociation des clients et distributeurs, la grande distribution, les chaînes spécialisées dans la vente en ligne et un fort pouvoir, aussi l'intensité concurrentielle entre Sony et Nintendo, mais aussi vous pouvez prendre le cas de Microsoft à travers le jeu Mbox. Et donc le second exemple est donc à travers l'hexagone sectoriel, on peut visualiser le poids qu'occupe chaque force séparément. Et lorsqu'on va relier les notes accordées à chaque axe, à chaque force, on peut avoir une idée sur la tendance de la dynamique concurrentielle. Mais il va falloir hiérarchiser là on va avoir une idée sur les forces qui sont classées en termes d'intensité. Par exemple, ici, le pouvoir de l'État est très faible, et par contre, la menace des entrées potentielles est très élevée. Et à travers ce surface-là, on peut avoir une visualisation très claire et rapide sur le classement des forces, de plus significatif ou moins significatif. Maintenant, il s'agit de savoir comment l'entreprise va faire pour contrecarrer et limiter l'impact de ces forces. Grâce donc à l'identification de ces forces-là, qui menacent l'entreprise et qui menacent sa rentabilité, son profit, l'entreprise va miser sur les facteurs clés de succès pour pouvoir, si vous voulez, contrecarrer ses forces afin de dépasser le concurrent, afin de protéger son avantage concurrentiel, son positionnement, mais aussi afin que le secteur ou l'activité d'entreprise reste profitable le plus longtemps possible. L'identification des facteurs de succès correspond donc à l'étape 3 de l'analyse concurrentielle. Et donc, comme je viens de le préciser, l'objectif de l'identification des facteurs clés de succès est de savoir comment l'entreprise va-t-elle les contrecarrer. Sur quoi l'entreprise va-t-elle miser pour qu'elle puisse limiter l'impact négatif de ses forces. À ce niveau, on peut considérer les facteurs clés de succès comme des éléments stratégiques que l'entreprise doit maîtriser pour limiter l'impact des forces concurrentielles. La notion du facteur concurrentiel est une notion donc centrale dans l'analyse de l'environnement. Qu'est-ce qu'on entend par facteur clé de succès? Un facteur clé de succès se définit comme une compétence, une ressource ou un actif qu'une entreprise doit maîtriser pour réussir mieux que ses concurrents dans un secteur d'activité ou un segment stratégique donné. Autrement dit, les facteurs clés de succès s'apparentent à des règles du jeu ou à des conditions de performance que l'entreprise doit remplir et qui sont propres à un secteur d'activité et autour desquelles s'organise la logique concurrentielle du secteur. Et donc ces conditions de performance, lorsqu'elles seront mieux maîtrisées par une entreprise que par d'autres, celle qui les maîtrise va pouvoir, si vous voulez, défendre sa position et devenir plus performante que ses concurrents. Donc on peut dire aussi que étant propres, et les facteurs clés de succès sont propres à chaque secteur. Chaque secteur, chaque domaine d'activité stratégique a ses facteurs clés de succès. Donc, et ces facteurs clés de succès ne sont pas aussi immuables. Ils sont donc au contraire susceptibles d'évoluer dans le temps sous l'effet de la transformation du cycle de vie des consommateurs, sous l'effet de l'action des concurrents, ou encore sous l'effet des évolutions technologiques, économiques, réglementaires. Et donc, à ce titre, l'entreprise doit tout le temps améliorer la connaissance qu'il peut avoir sur les facteurs de succès actuels et futurs.
Et donc, si l'environnement était stable, on n'aurait pas besoin, si vous voulez, de faire de la stratégie, de faire de l'analyse stratégique, ni même de chercher à identifier des facteurs clés de succès futurs. Mais là, comme l'environnement est instable, euh, cela va imposer à l'entreprise la nécessité, si vous voulez, de pouvoir maîtriser les facteurs clés de succès actuels et les facteurs clés de succès potentiels. Comment l'analyse des 5 puissances forces de la concurrence permet-elle l'identification des options stratégiques? Il permet de positionner l'entreprise là où les forces sont faibles. Donc l'entreprise, lorsqu'il va étudier les forces, là, il va voir que à certain niveau, certaines forces constituent une faiblesse. Euh, et donc, l'impact des forces, elle est faible, et donc il peut mieux se positionner, prendre des décisions en offrant à ses clients certains produits et services pour rester plus profitables. Donc, comme s'il va saisir l'occasion que les forces soient faibles pour améliorer sa position. Donc l'entreprise, il tire sa force de la faiblesse de l'impact qu'il exerce sur elle, les forces concurrentielles. Aussi, il permet d'exploiter en sa faveur les changements des forces et de tendances. Donc l'entreprise, lorsqu'elle va avoir les yeux rivés sur les tendances, il peut avoir ce qu'on appelle, va avoir l'avantage des premiers et exploiter cette tendance à son profit pour qu'il puisse s'imposer et profiter des changements technologiques, réglementaires et changements démographiques. Et là, on parle des facteurs clés de succès futurs que l'entreprise doit identifier lorsqu'elle va essayer de comprendre l'évolution de certain nombre de variables. Enfin, il permet de reconfigurer et d'agir sur les forces pour que celles-ci deviennent favorables à l'entreprise. C'est-à-dire, il permet, si vous voulez, de savoir comment contrecarrer ces forces, comment les limiter, pour que l'entreprise puisse maîtriser les facteurs clés de succès qui existent et qui peut alors défendre sa position, mieux faire face à ces menaces. Par exemple, pour contrer, limiter le pouvoir d'un fournisseur puissant, l'entreprise peut standardiser les spécifications des composants d'un produit afin de baisser les coûts entre fournisseurs. Donc, il va miser quoi? Sur la standardisation des spécifications des composants d'un produit afin de baisser les coûts d'alternance entre fournisseurs. Et donc, plus les produits sont standards et homogènes entre les fournisseurs, plus le pouvoir des fournisseurs est bas. Il peut aussi, pour contrer et limiter le pouvoir des clients, il peut élargir l'offre des services qui accompagnent le produit, afin d'augmenter la fidélisation, augmenter les coûts d'alternance. Par exemple, l'entreprise va miser sur l'augmentation des fonctionnalités. Et donc, par exemple, offrir à un client un portable gratuit, lorsqu'il va renouveler son abonnement pour 12 mois, cela va consister, si vous voulez, un coût d'alternance, un coût, si vous voulez, de, de, de passage du client d'un fournisseur vers un autre. Plus le coût d'alternance et de transfert seront élevés, plus le pouvoir des clients sera faible. Aussi, pour réduire l'intensité de la rivalité entre les concurrents, l'entreprise peut investir dans le développement de nouveaux produits. Et donc, il va miser sur la différenciation des produits existants en termes de design, en termes de qualité, en termes d'image, pour qu'il puisse, si vous voulez, réduire la menace que pèse sur elle du fait de la rivalité des concurrents directs. Pour réduire la menace de nouveaux entrants, l'entreprise peut créer des barrières en augmentant les coûts fixes, ce que nous avons appelé le ticket d'entrée. Le ticket d'entrée, c'est quoi? C'est le capital que doit supporter un nouveau concurrent pour qu'il puisse prétendre exercer son activité dans un secteur, une industrie bien déterminé. Et ces coûts fixes peuvent être liés aux recherches et développement, peuvent être liés à la publicité, peuvent être liés à l'économie d'échelle, au volume de production, etc. Pour contraindre et réduire la menace des substituts, l'entreprise peut aussi augmenter la valeur de l'offre au client en augmentant sa qualité. On peut augmenter sa disponibilité. L'entreprise peut miser aussi sur l'augmentation des coûts d'alternance pour que le client puisse ne pas quitter l'entreprise et pour que la menace des substituts soit faible. À travers les 3 étapes de l'analyse concurrentielle,
vous avez pris connaissance que l'analyse de l'environnement est une question sensible en stratégie. Il permet d'améliorer la connaissance qu'a l'entreprise dans son secteur d'activité, mais aussi il va lui permettre, si vous voulez, lui offre aussi la possibilité d'imaginer les options et les actions possibles qui sont nécessaires pour qu'il puisse réduire la menace que pèse sur elle à travers les forces concurrentielles. Et à ce titre, nous avons vu que l'entreprise, lorsqu'il va identifier les forces, il doit les hiérarchiser pour cibler les forces significatives qui peuvent constituer une menace, et après il va décider, à travers les facteurs clés de succès, s'ils sont maîtrisés par l'entreprise bien sûr, cela va lui permettre, si vous voulez, de contrecarrer et limiter les pouvoirs ou l'impact, si vous voulez, contrecarrer l'impact des 6 forces concurrentielles. Avant de se quitter, je vous propose ce quiz qui va être présenté sous forme de questions à réponse unique. Et donc, vous allez essayer de répondre par A ou B. Donc, il y a qu'une réponse possible. Les clients ont d'autant plus de pouvoir s'ils sont peu nombreux ou achètent de gros volumes. Ou s'ils sont très nombreux, on n'achète pas de gros volumes. Question A ou B. Les clients ont d'autant plus de pouvoir si les produits disponibles sur le marché sont standardisés et se différencient peu de produits concurrents. Les produits disponibles sur le marché sont non standardisés et se différencient beaucoup de produits des concurrents. Les clients ont plus de pouvoir si le coût de transfert ou d'alternance d'un fournisseur à un autre est fort et si le coût de transfert d'un fournisseur à un autre est faible. Les clients ont d'autant plus de pouvoir s'ils peuvent directement intégrer les activités du fournisseur dans leur propre chaîne de production. Ou ils peuvent indirectement intégrer les activités du fournisseur dans leur propre chaîne de production. Le pouvoir des fournisseurs est important lorsqu'ils sont particulièrement déconcentrés ou en situation de concurrence, ou ils sont particulièrement concentrés ou en situation de monopole. Le pouvoir des fournisseurs est important lorsque les clients sont nombreux et issus d'industries différentes, ou leurs clients sont nombreux et issus d'industries identiques. Le pouvoir des fournisseurs est important lorsque le coût de transfert est élevé ou le coût de transfert est faible. Le pouvoir des fournisseurs est important lorsqu'ils offrent des produits différenciés et qu'il existe des produits de substitution pour leur offre. Ou le pouvoir des fournisseurs est important lorsqu'ils offrent des produits différenciés et qu'il n'existe pas de produits de substitution pour leur offre. Le pouvoir des fournisseurs est important lorsqu'ils sont capables d'intégrer dans leur core business des activités plus en aval de la chaîne, ou lorsqu'ils ne sont pas capables d'intégrer dans leur core business des activités plus en aval de la chaîne. Présents dans toutes les industries, les produits de substitution deviennent de réelles menaces quand ils offrent une meilleure qualité ou quand ils offrent une qualité moyenne. Ou le coût de transfert vers le produit de substitution est fort, ou le coût de transfert vers le produit de substitution est faible. Présents dans toutes les industries, les produits de substitution deviennent de réelles menaces quand le prix des produits de substitution est proche de la moyenne des prix de marché, ou lorsque les produits de substitution deviennent réelles menaces quand le prix des produits de substitution est plus bas. La menace de nouveaux entrants est plus faible lorsqu'aucun brevet ne protège les technologies, lorsqu'il existe des brevets protégeant les technologies. La menace de nouveaux entrants est plus faible lorsque les barrières à l'entrée et les besoins en capitaux sont très faibles, ou lorsque les barrières à l'entrée et les besoins en capitaux sont très fortes. La menace des nouveaux entrants est plus faible lorsque les coûts fixes faibles en termes de recherche et développement, ou les coûts fixes sont élevés en termes de recherche et développement. La menace de nouveaux entrants est plus faible lorsque les économies d'échelle sont faibles, ou les économies d'échelle sont fortes. La menace de nouveaux entrants est plus faible lorsque les clients sont fidèles aux entreprises qui les fournissent, ou les clients ne sont pas forcément fidèles aux entreprises qui les fournissent. L'intensité de la concurrence peut s'affaiblir si le secteur est concentré, c'est-à-dire lorsque les concurrents sont nombreux et de taille incomparable. Ou le secteur n'est pas concentré, c'est-à-dire lorsque les concurrents sont nombreux et de taille incomparable.
L'intensité de la concurrence peut s'affaiblir si le taux de croissance de l'industrie se révèle faible ou le taux de croissance de l'industrie se révèle élevé. L'intensité de la concurrence peut s'affaiblir si les barrières de la sortie sont élevées ou si les barrières de la sortie sont faibles. L'intensité de la concurrence peut s'affaiblir si les coûts d'alternance sont faibles ou si les coûts d'alternance sont élevés. L'intensité de la concurrence, enfin, peut s'affaiblir si la surcapacité cyclique est faible ou si la surcapacité cyclique est élevée. Sur ce, je vous donne rendez-vous et je vous dis merci pour votre attention.